So for the 4 hours of consult of methodological courses, it will be Fabienne Carvarec who will be working with you. So I can leave it to Fabienne to present her and the course. Thanks, Florence. Well, I do it in English, but if you want me to switch in French, just make a sign and do it. So I'm consultant. I'm working on European and local environment policy, and I will be in charge of giving you the methodological courses for the 4 hours. That's not much, but we will try to just put things going on, and so that give you some tools and maybe share tools that you know already, just so that you can afterwards work all together with many different way of doing during the week. The point is to have much interrelations between your case studies and your work within the team and the case study and the methodological courses, so that it will work like feedback loops or something like that. You know, you will be able to ask questions if required regarding your case studies, and I will maybe give you also some tools and advice and things, tips, just to go further. Is it okay? Okay. So we will have 3 different sessions. The first one will be related to consultant position and stakes for project management. So we will share some ideas about how to come from research projects to consultant projects, to studies, that is, related to relationships with local stakeholders or other stakeholders, of course, related to teamwork, related to timeline of how to work within a short period, and so on. The second session will be more focused on helpful tools to manage the project and to manage also the teamwork and to get organized to rise the challenge and to go at the end of the challenge. And the third session will be more related to how to present results, how to think about which kind of results you have to present, how to select also the results you have to present, and how to address and to speak to and to talk about your results to people that are really diverse, of course. And in fact, I'm saying, speaking about diversity of the stakeholders, I'm also thinking about your own diversity, and those courses will be also built upon your diversity in terms of experience, in terms of skills, and in terms of background, I mean PhD background, for instance. So we will build all together also this, those sessions. Well, I think that's it. Thank you. So just as a reminder, please don't forget during the 4 days, it's a collaborative work. You will work with people who have come from different disciplines, different background, different experience in management of projects. So the idea is really to work together. So I hope you can in each team find the strengths of each participant to really work together. You're all coming from different cultures and with different languages. We all have our own level of French and English understanding and speaking. I think the main objective is just to try to work together and respect each other and get to know each other. So I hope you will still have fun with the translation issue that we can have also in real European projects of consultancy. I mean, we had the same troubles in huge European projects. You do face a difficulty of not always understanding each other, and it makes it also, I think, a rich experience. We know you are not expert in the issue you're working on. That's not what we're expecting from you.
We expect just that you develop a methodology and that you, I hope you will realize how much you actually know and how much you're actually able to propose with your feedback, with your background. And now comes a more interesting time. Each partner who accepted to work with us is going to present its organization. Thank you very much to the 4 of you who accepted to come. We're gonna, I think, switch to French. And at Lampol, so Maud Tronchin is going to present at Lampol. Voilà, donc bonjour à tous. Je recommence. Donc nous à Lampol, on travaille sur l'Europe depuis une vingtaine d'années, donc c'est vraiment quelque chose qui est historique chez nous. Donc à Lampol, donc peut-être que vous en avez déjà entendu parler. Donc on est un technopole. Donc Technopole, c'est une structure qui fait de l'accompagnement à la création d'entreprises innovantes. Donc sur le bassin Nantes, Saint-Nazaire et La Roche-sur-Yon. Donc il y a souvent un technopole par département. Donc nous, on couvre le département de la Loire-Atlantique. Donc on est aussi BIC, donc c'est Business Innovation Center. Donc ça, c'est une appellation en fait technopolitaine au niveau européen qui nous est donnée par l'Europe. Et puis ensuite, on est aussi incubateur. Donc ça, c'est incubateur au sens ministère de la Recherche. Donc avec la loi Allègre, ils ont dénommé quelques structures pour incuber des projets qui viennent de la recherche. Donc nous, en fait, on fait de l'accompagnement à la création d'entreprises innovantes, mais également en lien très fort avec la recherche des projets en fait qui sont valorisés depuis les laboratoires de recherche. Et on est également pilote et copilote de pôle de compétitivité, donc ça veut dire qu'on a dans notre structure des personnes qui font le relais de pôle de compétitivité, donc en français, enfin plutôt en anglais, pôle de compétitivité c'est plutôt ce qu'on pourrait traduire par cluster, c'est-à-dire qu'on concentre, c'est une concentration d'activités d'un même secteur à un même endroit. Donc, comme je le disais en introduction, nous on fait vraiment que de l'accompagnement à la création d'entreprises, mais innovantes. C'est-à-dire qu'on va peut-être se différencier de structures qui font de l'accompagnement à la création d'entreprises, mais qui seraient moins innovantes technologiquement. Voilà, il y en a pour tout le monde, et donc nous on est vraiment positionnés en lien très fort avec l'université. Donc à qui s'adresse en fait notre offre? Donc on cible 3 personnes, enfin 3 groupes, donc les entrepreneurs, ceux qui viennent avec une idée de projet, qui peut devenir ensuite une entreprise. Donc là, il faut vraiment que l'idée soit très innovante et qu'il y ait souvent ce qu'on appelle une rupture technologique. On s'adresse aussi à des dirigeants d'entreprise qui ont déjà une entreprise depuis de nombreuses années et qui veulent pivoter par l'innovation, qui veulent atteindre de nouveaux marchés par l'innovation. Et enfin, donc, ce que je viens juste de vous dire, donc, les chercheurs, puisqu'on les aide à valoriser leurs travaux de recherche en lien très fort avec des structures que vous connaissez sûrement, qui sont les CET. Donc comment on accompagne en fait ces futurs entrepreneurs, chercheurs? Donc on les accompagne de la faisabilité, donc on voit si l'idée est faisable, s'il y a un marché, jusqu'à la commercialisation. Jusqu'à la commercialisation de l'idée, jusqu'à ce qu'ils trouvent des marchés, des clients et qu'ils puissent avoir leur premier chiffre d'affaires. Et donc ça se fait en général sur 5 ans. À partir du moment où ils rentrent en accompagnement chez nous, ils passent dans un comité de sélection et l'accompagnement commence et dure 5 ans. Donc c'est assez long. Donc, par année, en moyenne, donc là ce sont les chiffres de 2019, mais bon, voilà, ça varie vraiment très peu. Chaque année, on diagnostique, ça veut dire qu'on a des nouveaux contacts, on a à peu près 288 jusqu'à 300. Sur ces 300 contacts, nous n'accompagnons que 31 projets. C'est-à-dire que 31 projets, enfin, c'est vraiment un entonnoir, 31 projets vont passer dans l'accompagnement atlampolitain après un comité et puis forcément une expertise, hein, on ne décrète pas juste à l'issue d'un rendez-vous, on vous accompagne ou on ne vous accompagne pas, on s'entoure d'experts bien évidemment. Et donc ça entraîne la création, donc il y a 31 nouveaux projets accompagnés, mais les 31 ne donneront pas forcément une entreprise tout de suite. Donc voilà, on a un ratio de 31 sur 23, donc on a 23 nouvelles entreprises chaque année. Et le taux de survie à l'issue de ces 5 ans, puisque là du coup on est aussi un petit peu challengé par le ministère de la Recherche et par l'État, donc on a 89% des entreprises qui survivent à l'issue des 5 années d'accompagnement. Donc les thématiques couvertes par Atlampol, donc les projets qu'on accompagne, il y a à peu près la moitié des projets qui sont dans le domaine du numérique, des TIC, bon, vraiment très largement, puisqu'on sait que le numérique
souvent est à la croisée d'autres filières. Ensuite, on a 17% des entreprises qui sont en santé biotech. Alors, on les accompagne sur 5 ans, mais parfois ça va au-delà, puisque trouver un marché sur des projets, par exemple pour trouver un vaccin, ça met beaucoup plus de temps, et donc souvent c'est des entreprises qu'on va accompagner sur 10-15 ans. Et puis voilà, 22% en clean tech, et puis 15% en énergie et environnement. Donc nos partenaires, donc on entend par partenaire, donc nous on est une structure publique, il y a beaucoup de technopoles qui sont associatifs, nous on est vraiment une structure 100% publique, on est assimilé à une collectivité, on est un syndicat mixte et donc on est financé pour cela par toutes les collectivités que vous voyez ici. Collectivités et CHU Université de Nantes qui ne sont pas des collectivités et la CCI de Nantes. Depuis 2019, les grandes écoles centrales et puis l'école des mines, donc ça a changé de nom, je ne me rappelle plus, sont entrées en fait dans l'actionnariat. Donc notre équipe, donc on a une équipe qui est vraiment en charge, je dirais plutôt de tout ce qui est fonction support, donc avec la communication, la direction stratégique et opérationnelle, tout ce qui concerne en fait les financements européens, puisque c'est vraiment une activité très forte chez nous pour financer notre activité en direct. On a toute la partie de l'accompagnement, donc on a 8 personnes qui s'occupent vraiment de l'accompagnement des projets, donc parfois de façon très amont, donc qui vont détecter les projets dans les laboratoires, jusqu'aux personnes qui vont faire vraiment de l'accompagnement à la commercialisation, donc qui vont booster en fait les entreprises et les challenger pour qu'elles vraiment prennent leur envol une fois qu'elles ont été créées. Oh, pardon. Et on a aussi une équipe dédiée à l'animation, donc 4 personnes qui travaillent sur l'animation de toutes les filières sur lesquelles les entreprises sont positionnées. Donc Rosa Puccio qui interviendra cet après-midi en fait sur la petite présentation de 15 minutes en anglais pour mieux définir quelles sont nos attentes sur cette Winter School. Et donc très brièvement, parce que j'ai pris un peu plus que nécessaire, donc l'Europe et Atlampol, donc pourquoi en fait on a fait appel du coup, à la Winter School et à Alliance Europa pour nous aider, c'est que l'Europe en fait est très présente chez nous depuis une trentaine d'années, enfin je disais une vingtaine mais c'est vraiment depuis la création d'Atlampol, aussi bien pour financer nos structures, donc on bénéficie de beaucoup de FEDER dans notre budget annuel, on a bénéficié par le passé du FSE, on a beaucoup participé à des projets européens en tant que leader ou en tant que participant. Tout ça pour structurer à la fois notre offre de services, notre réseau, nous faire connaître. Et on est impliqué aussi dans beaucoup de réseaux européens, français. Voilà. Et on a aussi une autre offre qu'on a développée auprès de nos membres, c'est-à-dire qu'on les aide, donc les entreprises, on les aide à mieux capter les financements européens. Sauf que depuis quelques années, en fait, les entreprises viennent à nous pour trouver des financements, et beaucoup de financements européens, et on a quand même l'impression qu'on n'est pas si visible que ça. Donc c'est un peu, voilà, je dirais que la Winter School est arrivée à point nommé, c'est-à-dire qu'on s'est rendu compte, après avoir fait une réunion de stratégie en interne, que l'Europe n'était pas au cœur des préoccupations de nos collaborateurs et qu'on n'était pas visible à l'extérieur, alors qu'on travaillait dessus depuis 30 ans. Donc pourquoi? Voilà, c'est vraiment la question que je vous soumets aujourd'hui et j'espère que vous allez nous aider à la résoudre. Et voilà, en tout cas on sera très content de vous accompagner sur cette semaine, et donc je ne serai pas la seule puisque j'ai des collègues qui vont venir vous aider demain et jeudi. Voilà, merci à tous. Merci beaucoup. Je vais laisser la parole à Alexis. Je vous laisse vous présenter. Eh bien, bonjour à tous, merci également pour l'invitation. Je m'appelle Alexis Pengrech et je suis chargé de mission au sein du comité régional des pêches maritimes et des élevages marins des Pays de la Loire, de son petit nom le COREPEM. Et donc le COREPEM, en fait, c'est une structure régionale qui est de droit privé mais reconnue d'utilité publique. Tous les entreprises exerçant une activité de pêche, donc soit une pêche embarquée ou aussi une pêche à pied, ou d'élevage marin, ont l'obligation en fait d'adhérer à cette structure qui assure l'interface entre ces producteurs et le reste finalement des interlocuteurs qui ont affaire de manière directe ou indirecte
à ces entreprises. Donc ça peut être, donc c'est beaucoup de l'administration, des scientifiques, la presse, des bureaux d'études, en fait tous les gens qui ont affaire aux marins pêcheurs. Donc en fait au niveau de l'ancrage territorial, donc voilà comment on est réparti. Le Corepem, son siège social est basé au Sable d'Olonne, mais en fait il y a un certain nombre de 6 antennes au total qui maillent en fait le territoire. Donc on a du nord au sud la Turballe, le Croisic, Pornic, l'Herbaudière à Noirmoutier, Port-Joinville, Saint-Gilles-Croix-de-Vie et enfin les Sables d'Olonne, ce qui permet d'être au plus près en fait des marins directement dans les ports pour avoir un guichet et vraiment pouvoir assurer à la fois la redescente de l'information quand il y en a à faire redescendre et aussi en fait la prise d'information pour éventuellement la faire remonter. Donc la pêche en Pays de la Loire, la pêche professionnelle, c'est environ 400 navires de pêche. C'est pour 1200 marins pêcheurs, 400 pêcheurs à pied professionnels en plus. Voilà, alors vous avez quelques figures en bas que je ne vais pas forcément détailler, c'est juste pour montrer que la pêche en Pays de la Loire c'est une pêche très artisanale, avec une grande majorité de bateaux de moins de 12 mètres, hein, 80%, des bateaux assez anciens qui travaillent à la journée, donc qui partent le matin, qui reviennent à midi, qui débarquent une pêche fraîche et diversifiée, et qui utilisent pour ça des engins aussi très diversifiés, à moitié ce qu'on appelle les engins dormants. Donc on laisse au fond, type casier, ligne, filet, et puis des engins traînants, donc par exemple le chalutier, qui lui est accroché au bateau. Ça c'est l'évolution des débarquements en haut à marée. Donc au niveau des... Donc on a environ 120 millions on était parti à 220 millions aux années 2000, ça descend un petit peu, donc attention à l'échelle, ça descend à 70 millions en 2009, et puis ça remonte là. À cela s'ajoutent les coquillages de pêche à pied qui ne sont pas vendus en criée, et la civelle, qui est une particularité de la région, qui représente environ 3 millions d'euros, et qui elle non plus ne passe pas à travers la criée. En termes d'emploi, la pêche génère entre 1850 et 2000 emplois. Donc, dans ces emplois, en fait, il y a des emplois directs, donc les emplois de marins en eux-mêmes, qui correspondent à environ 1000 emplois, et qui génèrent des emplois dans le secteur portuaire et des emplois sur l'économie de proximité, ce qui représente en tout entre 2800 et 3000 emplois. Yeah, yeah, yeah. C'était d'accord. Thank you. Donc les emplois, donc un emploi, pour faire court, un emploi de marin génère 3 emplois, 2 emplois à terre en plus, et ce qui représente un total de 3 emplois. Donc les enjeux maintenant, l'enjeu c'est l'accès à la ressource, bien sûr. L'accès à la ressource en termes de quotas, de licences, en termes de zones d'activité aussi, et donc avec une vision collective et une vision à long terme, c'est toute la difficulté, avec l'enjeu majeur du maintien d'une gestion collective au profit d'une pêche artisanale. Puisqu'en fait on voit que au niveau de l'attractivité du métier, rentabilité, transmission des entreprises, on voit des graphiques qui ont tendance globalement à diminuer avec les années, puisque le nombre de marins diminue, le nombre d'entreprises aussi, et donc le défi c'est de maintenir cet équilibre en fait avec un effectif qui diminue. Donc stabiliser et développer les pêcheries. Alors comme je vous disais, on a la particularité de la filière civelière, qui est une des particularités, et l'enjeu qui est lié à cette filière, c'est finalement comment se faire entendre de l'Europe, avec cette singularité qui ne concerne pas forcément les autres régions. Parce qu'en fait, en région Pays de la Loire, on détient 50% du quota national. Autrement dit, on est la région principalement concernée par cette ressource. Et pourtant, les autres régions y sont moins sensibles, parce que forcément, l'enjeu pour eux y est inférieur. Donc la gestion des gisements de coquillages, une gestion fine des activités de pêche à pied,
développement de la pêcherie palangrière de l'Île-Dieu. Ce sont des exemples assez précis. Mais vous voyez par exemple l'image d'un requin en bas à droite, le requin taupe qui est aussi une particularité de l'Île-Dieu, une particularité régionale qu'on ne retrouve pas ailleurs, qui a été interdite en 2010 et que les pêcheurs souhaiteraient à nouveau, une espèce que les pêcheurs souhaiteraient à nouveau pouvoir exploiter. Donc, et pour finir, une bonne qualité du milieu indispensable, des connaissances suffisantes nécessaires pour assurer une gestion adaptée des ressources. Voilà, et là c'est une carte en fait de la zone d'activité, donc là rien de très étonnant. Les bateaux travaillent essentiellement donc en rouge sur la zone côtière des Pays de la Loire, donc petits bateaux qui partent à la journée, et quelques grandes unités qui balayent plus large, donc notamment en Manche, et puis le golfe de Gascogne en général. Voilà, c'est rapide. Merci. Pour vous redonner quelques clés, donc Euradio est né en 2007 à Nantes, suite au référendum sur le projet de traité instituant une constitution pour l'Europe qui avait été rejeté par le français. Donc comme une réaction à cette réponse, Laurence Aubron, notre directrice et fondatrice qui était journaliste depuis de nombreuses années, a décidé de créer un média innovant dans le sens où sa ligne éditoriale elle est vraiment inédite. On essaye de rapprocher l'Europe des territoires et les territoires de l'Europe en étant un média local, en effet pas ancré dans la capitale, mais sur un territoire qui est Nantes au départ, pour traiter des questions européennes. Donc on fait un va-et-vient permanent, comme l'a expliqué Simon Marty, notre journaliste et coordinateur des rédactions, entre l'actu locale et l'actu européenne. Et c'est aussi un projet pédagogique important, puisque, comme expliqué également dans la vidéo, on a accueilli à peu près 250 jeunes européens ce jour, qu'on a formés au métier de la radio et qui sont aujourd'hui, pour certains, devenus des journalistes dans des rédactions importantes comme la BBC, la Deutsche Welle, la RTBF, etc. Donc ce projet vit depuis 13 ans à Nantes et aujourd'hui on est vraiment à une phase pivot importante, en plein changement d'échelle. Donc on est une petite structure au départ et on est en train de se déployer en fait à la faveur du déploiement d'une nouvelle technologie qui est la radio numérique terrestre. Et le CSA nous a suivis dans cette aventure puisque nous a accordé aujourd'hui 15 fréquences en France et également ce reportage date de mai 2019. Depuis, on a obtenu la fameuse fréquence à Bruxelles dont parle Laurence Aubron. Donc un début de déploiement européen également pour Radio. Aujourd'hui, on est implanté à Lille, Lyon et Strasbourg en plus de Nantes. On diffuse également à Rouen. Et dans l'année qui vient, on va diffuser à Paris, Marseille, Nice, Bordeaux, Toulouse, Tours, Orléans et Bruxelles également. Donc c'est vraiment une explosion pour notre structure qui entame de nombreux chantiers. Et parmi ces chantiers, il y a évidemment la réflexion sur notre ligne éditoriale et nos programmes radiophoniques. Et c'est en ce sens qu'on a fait appel à la Winter School d'Alliance Europa pour réfléchir justement à ce programme radiophonique et à une problématique vraiment particulière qui est comment valoriser l'expertise académique sur les questions européennes à la radio. Donc c'est cette problématique qu'on vous soumet dans le cadre de cette Winter School à laquelle on souhaite vous faire réfléchir pendant 4 jours. Voilà. Est-ce qu'il y a des questions ? Bonjour à tous, à toutes. Donc, moi je suis Frédéric Dehaye, je suis responsable du service Europe à Nantes Métropole. Le service Europe qui est une équipe de 7 personnes, dont Elsa qui se trouve ici et Jean-Luc qui fait actuellement un stage chez nous, qui est un service particulier de Nantes Métropole intégré dans la direction de l'Europe et de l'international. Donc je vais vous faire une présentation très brève de Nantes Métropole, parce que en fait, ma présentation sur Nantes Métropole est plus complète pour cet après-midi pour le groupe qui travaillera sur nous. Mais c'est pas grave. Donc Nantes Métropole, c'est une collectivité qui a été créée en 2001, qui était une communauté d'agglomération, je crois, à l'époque, et qui depuis 2015 est donc devenue une métropole. C'est la 6e métropole de France, 620 000 habitants, et qui regroupe 24 villes, dont Nantes, qui est donc la ville-centre. Nantes, c'est environ 300 000 habitants, qui est donc quelque part la locomotive, en tous les cas en termes de population, de Nantes Métropole. Donc c'est une collectivité qui est présidée par Johanna Roland, qui est la maire de Nantes.
Nantes Métropole étant rassemblant 24 communes, vous avez des représentants de chacune des communes au sein de l'exécutif de Nantes Métropole et dans l'Assemblée métropolitaine. Donc vous devez savoir que nous avons des élections municipales en mars prochain, donc dans un peu moins de 2 mois. Et donc la campagne électorale n'est pas encore lancée, mais serait tardée. En tous les cas, la plupart des candidates, parce qu'il n'y a quasiment que des candidates qui se présentent donc au scrutin de mars, la plupart des candidates sont donc connues. Et Johanna Roland est donc candidate à sa succession. Donc c'est juste sur je ne sais pas si vous avez eu le temps de... Enfin, je ne sais pas quand vous êtes arrivé à Nantes, et si vous avez eu le temps de vous promener déjà dans Nantes. Nantes est quand même réputée depuis quelques années pour son éléphant, que vous voyez en haut, qui donc est situé sur l'île de Nantes. L'île de Nantes étant le nouveau centre de Nantes où se concentre l'ensemble des industries culturelles et créatives nantaises. Et puis vous avez la seconde photo donc, qui représente les anneaux de Buren, qui se trouve également sur l'île de Nantes, qui est un lieu qui est devenu emblématique de Nantes. Ici, je vous ai repris la présentation de Nantes et Saint-Nazaire, de Nantes Saint-Nazaire Développement. NSD, donc Nantes Saint-Nazaire Développement, est l'agence de développement économique de Nantes et de Saint-Nazaire. Saint-Nazaire étant le grand port à l'estuaire, à la fin de l'estuaire de Nantes, de la Loire, avec qui Nantes a un passé commun et un présent et un futur commun, notamment sur tout ce qui touche à la construction navale. Donc ici vous avez une présentation en anglais assez succincte faite par Nantes Saint-Nazaire Développement sur Nantes et Saint-Nazaire qui souligne donc les points forts de Nantes et de Saint-Nazaire, donc 2 heures de Paris. Donc c'est pour attirer les entreprises ce document, donc un prix de l'immobilier relativement, enfin beaucoup moins cher que Paris, mais qui augmente de plus en plus. La proximité de la mer, un environnement très vert, et en tous les cas Nantes une ville où beaucoup d'efforts ont été faits pour améliorer les transports, notamment les transports durables, avec un réseau de transports publics, de pistes cyclables notamment, pour éviter de trop utiliser la voiture. Des investissements importants donc sur les industries navales, sur tout ce qui est développement économique, sur le nouveau CHU, le nouvel hôpital de Nantes qui sera mis en place, qui sera construit sur l'île de Nantes de nouveau. L'hôpital actuel que vous verrez certainement devront être détruit prochainement. Le quartier de la création donc, qui regroupe les industries culturelles et créatives sur l'île de Nantes. Le développement de le second biggest mine, donc le mine c'est le marché d'intérêt national, donc un marché de gros qui était sur l'île de Nantes, qui devait grandir et qui a été déplacé à Rezé, donc Rezé qui est une commune du sud de la Loire qui fait partie de Nantes Métropole. Et puis les centres d'innovation industrielle Jules Verne. Et toutes les points importants de Nantes Métropole. Donc vous avez la présence de Airbus sur le territoire métropolitain, donc un des, je crois, 2 principaux sites français de construction après Toulouse. La construction navale, l'éléphant dont j'ai parlé tout à l'heure, et puis aussi tout un travail important sur les industries maritimes. Je pense qu'à Clampol, vous êtes aussi concerné par le sujet. Donc Nantes Métropole, qui est un territoire qui est en développement,
un accroissement démographique très important de plus de 10 000 personnes par an. Confondu départ de Nantes, arrivée de Nantes, donc un solde démographique positif qui pose de réels questionnements sur le développement de Nantes Métropole en termes d'habitat, en termes de développement économique, en termes d'accessibilité, en termes de transport, en termes d'éducation, etc. Nantes Métropole travaille sur toutes les grandes thématiques des collectivités, donc l'habitat, le développement économique, l'environnement, les transports, l'énergie, l'éducation, toutes les grandes thématiques qui concernent les collectivités. Et Nantes Métropole a donc développé une politique internationale et européenne importante depuis plusieurs années. Nous sommes notamment membres d'un réseau de métropoles européennes qui s'appelle Eurocities, qui est aujourd'hui présidé par la ville de Stockholm, qui a été présidé par Nantes et par Johanna Roland, donc de 2014 à 2016. Donc, qui est un réseau de métropoles qui travaille donc, sur toutes les thématiques sur lesquelles travaillent les métropoles, notamment au sein de 6 forums thématiques sur le développement économique, qui est présidé par Nantes, sur la culture, sur l'environnement, sur les transports et la mobilité, sur les affaires sociales et sur la gestion de l'économie de la connaissance. Et l'investissement de Nantes Métropole a été très important là-dessus. Donc aujourd'hui, nous, au niveau du service Europe, on se pose beaucoup de questions sur les suites de notre investissement dans Eurocities, mais aussi sur la politique européenne de Nantes Métropole et la manière dont elle devrait se développer, et également sur la notoriété de cette politique et de cette action. Donc on a profité de l'occasion qui nous a été offerte par Alliance Europa, je vous en remercie, pour vous demander de réfléchir sur les thématiques liées à la communication autour de l'Europe. En France notamment, la communication sur l'Europe a toujours été assez frileuse. C'est un sujet dont on parle peu ou dont on parle mal, sauf au moment des élections européennes. Alors ça a un peu changé depuis les dernières élections européennes, on a parlé beaucoup plus qu'avant de l'Europe. En tous les cas, il nous semble intéressant de savoir comment d'autres métropoles communiquent sur la thématique européenne, sur quel sujet exactement elles communiquent. Est-ce que c'est sur le projet européen en lui-même? Est-ce que c'est sur l'action européenne menée par les métropoles? Est-ce que c'est uniquement sous un prisme financier et financement? Est-ce que c'est sur des thématiques beaucoup plus larges? Est-ce que c'est en termes d'influence auprès de Bruxelles? De quelle manière les métropoles européennes communiquent? Enfin, sur quel sujet elles communiquent? Et de quelle manière? Est-ce qu'elles utilisent uniquement leur site internet? Est-ce qu'elles utilisent d'autres moyens, réseaux sociaux, la presse, les eurodéputés, les personnalités, je ne sais pas. Voilà, donc le sujet est vaste, vous allez avoir peu de temps pour réfléchir dessus, mais en tous les cas, si on peut avoir déjà des pistes de travail, pour nous, c'est très important, et ça nous servira aussi pour le prochain mandat, notamment pour justement mieux travailler la communication européenne de Nantes Métropole et la communication sur l'Europe en général. Voilà. Merci.